Nous terminons notre balade au parc de Mulhouse, sur le continent américain, en commençant par l'enclos des loups à crinière. Nous voici à présent devant les attelles noires de Colombie, une sous-espèce de l'attelle à tête brune. Et le voici dans la volière extérieure. À présent, observons un tamarin de Goeldi. Le parc de Mulhouse présente de nombreuses espèces de primates d'Amérique du Sud. Voici à présent des saïmiris de Bolivie. Ils occupent une fosse qui était un ancien enclos. Le parc s'évertue à adapter les enclos à ses habitants. Voilà pourquoi de nombreuses espèces ont quitté le parc ou ont changé d'enclos. C'est un parc sans cesse en mouvement. Observons à présent le Ouistiti pygmée. C'est un spécialiste dans la consommation de la sève et de la gomme des arbres. Il cohabite ici avec des Ouistiti argentés. Le Ouistiti pygmée obtient la sève et la gomme des arbres en perçant l'écorce à l'aide de ses incisives très développées. Il vient chaque jour lécher le liquide qui s'échappe du tronc. D'autres petits singes, comme les tamarins, profitent également des blessures qu'il a infligées à l'arbre pour consommer la gomme qui en coule. Ce très petit singe, qui paraît bien fragile face à la prédation, et pourtant, sa taille et son pelage aux couleurs discrètes sont un atout pour rester invisible. De plus, le Ouistiti pygmée s'immobilise fréquemment et effectue des mouvements très lents pour passer inaperçu. À présent, observons un autre tamarin qui lui ne passe pas inaperçu avec sa grande moustache. Voici le tamarin empereur. Chaque espèce de tamarin de Ouistiti, seul ou en cohabitation, a une loge intérieure vitrée et un espace extérieur. Observons à présent le tamarin bicolore. Et ici encore deux autres espèces, le tamarin pinché avec sa crête blanche sur la tête. Et juste devant nous, le tamarin
aux mains rousses. Ici en extérieur, on voit mieux ses mains aux couleurs rousses vives. Et un tamarin pêché en arrière-fond. À qui appartient ce bras? Eh bien, il s'agit d'un capucin à poitrine jaune. Le parc de Mulhouse est aussi le coordinateur des capucins à poitrine jaune. Nous assistons ici à un nourrissage. Les capucins sont une espèce en forte activité et avec une forte curiosité. Ils sont très agiles comme on peut le constater. À présent, nous voici devant le flamand des Caraïbes. Nous allons explorer les oiseaux d'Amérique du Sud. Dans cette volière, voici un couple de harins hyacinthes. Et nous allons retourner dans la volière centrale du parc pour découvrir les ibis rouges en cohabitation avec d'autres espèces comme le hara à gorge bleue et les spatules roses. Apparentés aux spatules roses, les ibis s'en distinguent notamment par la forme de leur bec allongé et fin. Celui-ci est très bien adapté à la capture des petites proies enfouies dans la vase. En effet, les ibis rouges se trouvent dans les vasières et les mangroves de la côte atlantique sud-américaine où ils vivent en grandes colonies. Les spatules roses ont un bec étonnant mais très utile. Leur forme étrange a une utilité. Quand les spatules roses passent le bec dans la vase à la recherche de nourriture, cette large extrémité leur permet de mieux ressentir les mouvements des petits animaux dont elles se nourrissent, c'est-à-dire les crustacés, les vers et les petits poissons. Et on observe bien ici les haras à gorge bleue. Comme beaucoup de perroquets, les haras à gorge bleue sont monogames et nichent dans des cavités de troncs d'arbres, le plus souvent des palmiers morts. Ce sont des oiseaux très sociaux qui communiquent beaucoup entre eux. Dans la nature, ils se mélangent parfois avec d'autres espèces de perroquets. Ici, au parc de Mulhouse, ils se mélangent aux ibis et aux spatules. On observe à présent des canards à ailes blanches et des bernaches à cou roux. Nous sommes toujours dans la volière centrale du parc. Et retournons du côté des petits singes d'Amazonie pour contempler les tatous à 3 bandes du sud. Cette espèce de tatou peut se mettre en boule lorsqu'il est menacé, ou même pour maintenir une température optimale si le froid se fait sentir. Il vit dans des zones de végétation sèche. Il ne creuse généralement pas de terrier, mais utilise plutôt des terriers abandonnés d'autres espèces. On le voit ici à l'intérieur dans sa loge. Le tatou à 3 bandes se nourrit de fourmis et de termites.
Il a de puissantes griffes pour les chasser. Il est généralement solitaire. Mais par temps froid, des individus peuvent se regrouper. Il partage sa loge avec des sakis à face blanche. À présent, venons observer le training des otaries à crinière. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à observer leur training. Il n'y a pas de représentation ici au parc de Mulhouse. Et nous sommes accompagnés par des hérons cendrés. Il y a beaucoup de hérons cendrés ici au parc du Mulhouse. On en a déjà vu plusieurs. Ils fréquentent les grands arbres, parfois séculaires, qui leur permettent de nicher en colonie, tandis que les repas des otaries, des manchots et des pélicans fournissent aux hérons cendrés du poisson. Voilà pourquoi ils sont si attentifs. L'otarie à crinière porte ce nom en raison de la crinière de lion portée par le mâle. Le rôle principal du mâle est de défendre territoire et femelles en se livrant à des combats impressionnants avec des mâles concurrents. Sa cour est composée d'environ 18 femelles. Ce sont elles qui choisissent les plages de repos en fonction notamment de l'exposition au soleil et de la température. Les otaries à crinière dans la nature forment donc des grands rassemblements de harems constitués de un ou plusieurs mâles et d'un grand nombre de femelles. Ils vont se nourrir dans l'eau de poissons, mollusques et crustacés. On observe un grand nombre de hérons cendrés. Au parc de Mulhouse, les otaries à crinière disposent d'un bassin. Il y a une petite vision sous-marine, ce qui nous permet d'avoir ces images. Il y a également une tribune pour permettre aux spectateurs de les admirer. Les hérons, eux, vont directement les admirer sur le bassin ou sur la berge. Voilà, on a le tournis après ces images. Restons en Amérique du Sud, puisque avec les petits singes d'Amazonie, il y a des terrariums et le parc de Mulhouse propose 4 espèces différentes de dendrobates. La dendrobate bleue,
juste devant nous. Mais aussi la dendrobate mystérieuse, la dendrobate jaguar et la dendrobate d'Antony. Ici la dendrobate jaguar. Les dendrobates sont de très petites grenouilles originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Celle qui est rouge avec des bandes, c'est la dendrobate d'Antony. On la voit bien ici. Elles vivent dans les forêts tropicales où elles se nourrissent d'insectes. À partir de leur alimentation naturelle, elles produisent des toxines généralement très puissantes qui les rendent hautement toxiques pour d'éventuels prédateurs. Cette propriété a été utilisée par les Indiens d'Amérique pour enduire les flèches de Sarbacane avec leur poison. En parc zoologique, aucune crainte à avoir, elles ne sont pas toxiques, puisqu'elles ne consomment pas de fourmis qui contiennent justement ce poison. Alors, la dendrobate mystérieuse que je n'ai pas réussi à filmer est de couleur noire avec des points blancs. Et c'est sur ces magnifiques créatures que nous allons quitter l'Amérique du Sud. Nous voilà à présent en Amérique du Nord pour contempler cette espèce unique en France, le bœuf musqué. Les bœufs musqués sont des catrins opportunistes se nourrissant de végétaux divers typiques de la toundra arctique. Ils sont grégaires, ils se défendent des prédateurs comme les loups et les grizzlies en se regroupant et en formant un véritable bouclier autour des jeunes. Ils possèdent une agilité et une force exceptionnelles. Ils se nourrissent principalement de lichens et de mousse. Ils sont imposants, ils peuvent peser de 200 à 410 kg. En voici un qui s'en prend à un tronc. Dans la zone du Grand Nord, observons à présent un renard polaire. Nous arrivons à présent aux enclos des ours polaires.
ici pendant une séance de nourrissage. Voyons si l'ours va se jeter à l'eau. Et oui, la réponse est oui. Au parc de Mulhouse, il y a 2 immenses enclos pour les ours polaires. Un énorme bassin avec une vision sous-marine, comme on peut le constater. L'ours polaire est le plus grand des carnivores terrestres actuels. Il présente de nombreuses adaptations qui limitent la perte de chaleur par le corps, notamment sa fourrure blanche, épaisse et imperméable, qui couvre la quasi-totalité de son corps, mais aussi une importante couche de graisse sous la peau. Et puis il a aussi des oreilles de petite taille. Il est donc très bien adapté au froid. Il vit dans la toundra arctique et normalement sur la banquise. Principalement carnivore, il peut être occasionnellement omnivore. Sa proie de prédilection, c'est le phoque. On peut l'observer dans les documentaires animaliers en train de chasser le phoque. Les femelles peuvent peser de 150 à 250 kg alors que les mâles, c'est 2 fois plus, de 300 à 600 kg. C'est bien sûr un animal dans la nature solitaire. Les mâles ne recherchent les femelles que pour s'accoupler. Dans la zone d'Amérique du Nord, observons à présent, juste après l'enclos des ours polaires, la meute de loups du Canada. Ils vivent en meute structurée composée d'un couple dominant et de plusieurs autres loups, souvent les jeunes de ce couple. Leur structure hiérarchique impose un mode de communication très riche, avec des contacts corporels, des postures du corps, des postures de la tête, de la queue, ainsi que des vocalises. Évidemment, tout le monde connaît le hurlement du loup, mais il peut aussi aboyer, gémir et grogner. Et il utilisait également beaucoup les odeurs.
Et nous avons terminé notre tour des espèces d'Amérique du Nord au Sud. Je vous propose de finir en allant voir d'autres espèces que nous n'avons pas encore pu observer, notamment ici, la tortue géante des Seychelles. C'est la plus grande espèce vivante de tortue de la planète. Selon l'habitat et la végétation disponible, les individus diffèrent par la forme de la carapace. Les brouteuses ont une carapace qui descend sur le cou, alors que les cueilleuses en ont une qui permet de lever le cou à une hauteur d'1 mètre pour saisir les feuillages des branches. Son rôle écologique est important puisqu'elle permet la régénération végétale en dispersant les graines par ses excréments. Autre espèce intéressante, voici le pécari du Chaco. Une espèce d'ailleurs assez rare en parc zoologique. Habitués des forêts arides d'Amérique latine, leurs pattes très fines facilitent les déplacements dans la végétation dense et piquante. Leur milieu naturel, la région du Chaco, était autrefois réputé impénétrable, mais il est aujourd'hui largement éclairci et dégradé par les actions humaines. Le parc zoologique et botanique de Mulhouse soutient le centre de conservation et de recherche du Chaco, qui œuvre pour l'étude et la protection de ce sympathique animal. Enfin, moi je le trouve vraiment très craquant. Observons à présent le zonure, un lézard doté d'une armure. Ce lézard terrestre africain a la particularité d'avoir le corps recouvert de rangées d'écailles osseuses, épaisses et pointues. Lorsqu'il se sent menacé, il adopte une curieuse position de défense. En se mordillant la queue, il se roule ainsi en boule. Ce procédé, qui fait penser au tatou, le rend insaisissable de ses prédateurs terrestres et protège la police de son ventre qui est la seule partie vulnérable de son corps. Il est ici en cohabitation avec des tortues crêpes. Ils vivent dans les zones rocheuses, en milieu semi-désertique. Autre espèce intrigante, voici des ratopnus. Espèce également d'Afrique. Et pour terminer notre voyage ici au parc de Mulhouse, je vous offre ces images d'une espèce que l'on ne voit plus ici au parc, un ancien manule ou chat de palace dont l'enclos a été abandonné par le parc. Et enfin, là où on a pu contempler les panthères des neiges, voici des images des lions lorsqu'ils étaient encore ici, que j'avais pu observer lors de ma visite précédente. Sur ces images nostalgiques, je vous dis à très vite pour une nouvelle visite.